Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'opération d'enrôlement biométrique de certains citoyens lancée le 20 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national a connu son épilogue ce mardi 5 janvier 2021. Invité sur le plateau d'Actu Matin, Thomas Yombo, membre du COSLEPI, va nous livrer dans ce journal le point de cette opération. Les détails dans un instant. Dans ce journal, nous parlerons également de la situation délicate qui prévaut actuellement dans les localités de Lotio-Daro, Lotio-Adamé, Lotio-Awamé. La seule pompe motrice qui leur permet d'avoir de l'eau potable est saccagée depuis plus d'un mois par des individus non identifiés. Les populations crient à la soif et appellent les autorités et les personnes de bonne volonté à l'aide. Nous sommes toujours dans le mois de janvier et comme il est de coutume, l'on se souhaite les vœux les meilleurs. C'est dans cette perspective que le personnel de Business Africa Center a sacrifié la tradition en présence du directeur général de la société de production et de transformation du bois. Occasion pour les hommes et femmes de cette entreprise de féliciter et d'encourager le président de la République pour les réformes engagées dans la filière bois au Bénin. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Lancée le 20 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national, l'opération d'enrôlement biométrique de certains citoyens a connu son épilogue ce mardi 5 janvier 2021. Invité sur le plateau d'Actu Matin, Thomas Yombo, membre du COSLEPI, nous fait ici le point de cette opération. Il a été reçu par Christian Adandedjian et Herman Parfait à Niambosso. Suivant. L'étape d'affichage du fichier électoral national, c'est elle qui a démarré depuis le 20 décembre. Voilà. C'est la première fois qui a démarré, en principe, en réalité. Et donc cette phase étant terminée, et où il a s'agi quand même que les gens aillent consulter de nouveau leurs données, pour voir entre-temps s'il y a des corrections à faire, pour voir entre-temps si on peut faire un transfert du centre de vote. Et donc cette phase terminée, il est resté une grande phase qui a été celle d'aller enregistrer à nouveau les nouveaux majeurs, les omis et d'autres qui ont été réhabilités par la Cour. Et donc c'est cette phase que nous avons démarré depuis le 20 décembre, où on a constaté beaucoup d'engouement. Le Conseil a été obligé de prolonger cette date d'environ 3 jours. L'enrôlement finit aujourd'hui. Sur le terrain, on a constaté quand même que il y en a qui disent que des fiches manquent. À quoi cela est-il dû? Oui, c'est bien normal ce que j'étais en train d'expliquer. Il y a d'abord que l'engouement, mais aussi que nos populations, on attend toujours les derniers moments pour aller se faire enregistrer. Et donc les gens sont restés pendant près de 10 jours avec les fiches et ils ne viennent pas. C'est en ce moment-là qu'ils arrivent massivement. Et puis, il y a une phase qui a manqué. Donc les gens, quand ils vont, parfois, ils donnent son nom, il veut se faire enregistrer. Il n'a pas consulté en tant qu'il a son nom déjà dans le fichier. Il va, et la première des opérations, quand vous allez vous faire enrôler, c'est d'abord qu'on prenne toutes vos identités sur ce papier, sur cette fiche. Et donc on prend, c'est au moment où on veut vous enregistrer, on veut vous prendre une photo, tout ça là, qu'on constate qu'en réalité, vous êtes déjà enregistré. En même temps, la fiche est déjà gâtée. Voyez. Donc il y a eu assez de pertes de fiches. Donc ce qui a fait que de temps en temps, il y a eu manque, mais que ça n'a jamais duré. Chaque fois qu'on a été interpellé par les gens du terrain qui en manque, rapidement, nous essayons avec la NT de pouvoir à ces manques-là. Est-ce que c'est ça qui a valu cette sortie du président du COSLEPI qui a mis en garde ceux qui vont faire de la pagaille sur le terrain et tout? Oui, quand on finit comme cela, je vais le dire, à coup sûr, il y aura des doublons. Oui. Des gens qui vont se retrouver quand même 2 ou 3 fois dans le fichier. Donc il y a cette étape qui consiste à faire le déblonnage. Donc il faut essayer de traiter correctement ce fichier-là. Et quand on finit de traiter, ça c'est un travail à l'interne au niveau de la NT. Si on finit de faire ce traitement, il faut afficher, selon la loi, si vous finissez, il faut encore afficher la liste pour voir effectivement s'il n'y a pas encore d'autres qui ont été enregistrés, mais par mauvais traitement, peut-être le nom a encore disparu. Et donc il y a encore cette phase d'affichage, cette fois-ci du fichier électoral. Donc si on finit cette phase, c'est toute l'étendue du territoire national. Toute l'étendue, on va le faire, qui ne va plus durer, on ne va plus faire, parce que nous sommes aussi pris par le temps, mais nous respecterons quand même tous les délais légaux en cette matière. Et donc il faut finir cette phase et reconfectionner maintenant la liste
définitive que nous allons remettre à la Sénat. Voilà. Depuis ce lundi 4 janvier 2021, les horaires du travail dans l'administration publique ont connu de véritables changements. Les fonctionnaires travaillent désormais de 8h à 12h30 le matin et de 14h à 17h30 dans l'après-midi. Quel est l'impact de la réforme sur la circulation dans la ville de Cotonou? Élément de réponse dans ce constat réalisé par Clément Achadé. Le réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique entre dans sa phase opérationnelle. Ce lundi, les fonctionnaires de l'État sont sortis des bureaux à 17h30 au lieu de 18h30 par le passé. Une réforme qui n'est pas sans conséquence sur la circulation dans la ville de Cotonou. Alors qu'il sonne environ 18h, les usagers de la route s'impatientent à cause de bouchons dans quelques carrefours de la métropole. Une première expérience de la réforme qui ne surprend pas les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. On a remarqué que la circulation est devenue un peu plus fluide par rapport aux jours précédents en fait. Donc à l'heure de pause, on peut plus vaquer à nos occupations sans aide. C'est une bonne réforme, mais je me dis si on pourrait peut-être élargir un peu plus, ça serait mieux. Je crois que c'est quand même déjà une bonne décision. Maintenant, il faut l'expérimenter pour voir ce que ça va donner. Déjà à 17h, tout le monde va à la maison, les enfants sortent à 17h, si les parents peuvent être à la maison à 17h30, c'est déjà pas mal. Donc pour vous, c'est une bonne réforme? Il faut l'expérimenter. Désormais, les Cotonois auront à affronter les embouteillages à partir de 17h30, heure de sortie des fonctionnaires. Une conséquence logique du changement des horaires de travail dans l'administration publique. Mais pour les usagers de la route, les avantages de la réforme dépassent ses limites. Les embouteillages, je crois que ça commence à partir de 18h. C'est 18h, la plupart des fonctionnaires sortent avant et puis la circulation devient dense et puis on n'arrive pas, par exemple ceux qui sont vers Calavi là, avant de rentrer chez eux, il est pratiquement vers 21h et tout. Donc le fait de sortir à 17h30, ça permet un tant soit peu de réduire un peu la circulation dans les agglomérations de Cotonou à Calavi. Que ça nous arrange, puisque la preuve, vous me voyez rentrer tôt maintenant. À 17h30 déjà, je fais mon bureau et je vais chercher mon enfant et puis je rentre tôt. En chemin, si j'ai une course à faire, je m'arrête, je fais ma course. Je ne fais plus de nuit. Je rentre tôt, mes enfants mangent tôt. Une première journée et déjà les fonctionnaires et les usagers de la route de Cotonou saluent la rationalité du réaménagement des horaires de travail au Bénin. En attendant les éventuels travers de ce changement voulu par les autorités gouvernementales, les citoyens veulent expérimenter cette nouvelle approche de gestion de leur temps au service de l'État. En ce qui concerne l'épineuse question des embouteillages, le changement d'heure reste pour le moment le seul facteur déterminant. Au niveau des ministères, l'application des nouveaux horaires de travail a automatiquement pris effet le lundi 4 janvier 2021. Une de nos équipes de reportage est allée voir comment les agents s'adaptent à cette nouvelle réforme. Dans l'ensemble, tout se déroule bien, comme vous allez le constater dans ce reportage signé Asiamakani Asiambo. Il restait encore quelques minutes pour la fin de la pause à 14h30. Dans l'enceinte de la tour administrative à Cotonou, les travailleurs se pressent les pas, qui pour aller faire un dernier réglage, qui pour rejoindre le bureau. Les nouveaux horaires de travail obligent les fonctionnaires de l'administration à s'adapter à la réforme. Comme vous le voyez, on vient de quitter de la pause. Bon, 14h, c'est déjà dans 10 ou 15 minutes. On va essayer de s'y faire quand même. On va essayer de s'y faire. Mais bon, moi je trouve que c'est une très belle initiative. Et à 12h30, quand on a arrêté de travailler, on a mangé et puis on s'est reposé un peu. C'est une nouvelle expérience. On va s'adapter, on va s'habituer. Le début est un peu difficile, mais on va s'adapter. 1h30 de pause, c'est ce qu'ils ont eu. Et pour la plupart, c'est une mesure avantageuse pour les agents de l'État. Changer d'habitude, c'est un peu difficile. Mais nous voyons que vers la fin là-bas, comme nous allons sortir vers 17h30, le sacrifice vaut mieux d'être fait pour que nous puissions aller tôt à la maison pour voir les enfants et notre famille. Pour ce qu'il en est de la pause,
c'est 12h30 et on reprend à 14h désormais, on reprend à 14h. Bon, moi je pense que c'est bien comme ça, de cette façon c'est bien. Ça permet à l'administration de fonctionner de façon plus optimale. Fini donc les anciennes habitudes qui consistaient à partir tôt des bureaux ou à rester à des heures tardives. Le contrôle est strict ici au ministère de la fonction publique et du travail et sera ainsi au niveau des autres. Nous avons mis en place un dispositif de contrôle de présence. Les matins, 8 heures, tous les agents du ministère doivent émarger dans ce que nous appelons les registres de présence. Et les responsables hiérarchiques sont chargés de fermer ces cahiers les matins à 8h15 au plus tard. Les soirs à 14h, tous les agents doivent encore émarger et prouver leur présence à 14h et les responsables sont chargés de contrôler cela et de fermer le cahier. Cela s'appelle le contrôle hiérarchique. Et ce contrôle hiérarchique est systématique puisque les responsables directs des agents, eux aussi, sont contrôlés. En cas de manquement à la nouvelle réforme, des dispositions sont prises. Elles vont d'avertissement à des sanctions. Le statut général de la fonction publique est clair sur les retards. Lorsque vous faites 2 retards dans une même semaine, on vous flanque une demande d'explication. Et lorsque la justification n'est pas convaincante, vous endossez les responsabilités. Lorsque c'est répétitif, il y a d'autres sanctions. En tout cas, les sanctions sont graduelles. Et donc, il n'y aura pas de... Pour la direction de la prospective et de la programmation, le réaménagement comporte tant d'avantages pour l'État que pour les travailleurs. Toutefois, nous pouvons dire que nous avons un gain projeté de 26 milliards par an en matière d'eau et d'électricité et autres choses que nous gagnons parce que les agents de l'État, en réduisant la longueur de l'amplitude horaire, ça leur permet de gagner sur le plan sanitaire. Donc vous voyez, l'État qui subventionne ces agents de l'État va gagner. Et les agents de l'État aussi vont gagner parce qu'ils n'iront pas trop à l'hôpital et ne dépenseront pas. Les enquêtes au niveau de la sous-région ont montré que le Bénin était le seul pays dont l'administration allait au-delà de 17h30. Et pour arriver à ce réaménagement, une étude a été réalisée sur toute l'étendue du territoire national. Elle avait porté sur les agents permanents de l'État, les parents et les enfants des agents. Et justement, pour aller un peu plus dans les détails, une autre de nos équipes est allée surprendre les fonctionnaires à l'heure de sortie, désormais fixée à 17h30 au lieu de 18h. Ils nous ont confié leur première journée d'expérimentation de la réforme. C'est autour de la pause de midi que l'unanimité n'est pas observée. Voici le reportage de Narcisse Alossé. Un des services de l'administration publique béninoise, un peu après 17h30, ce lundi 4 janvier 2021. On a respecté les horaires de travail comme ça a été dit. Et ils sont 17h30 passés et nous voilà en train de sortir pour rentrer à la maison. Rentrer après avoir goûté à cette expérience des nouveaux horaires. Une expérience que certains agents rencontrés n'ont pas eu le courage de nous raconter. Bien, oui. Comment vous passez cette première journée? Ça s'est bien passé. Comme vous constatez. Le début est un peu difficile, mais avec le temps, on va s'adapter. S'adapter à cette réforme dont l'une des innovations reste les moments de pause. Désormais 1h30, contrairement aux 2 heures vécues par le passé. Bon, l'heure de pause, ça n'a pas suffi, mais... C'est ça qui est un peu triste. C'est insuffisant pour nous, les heures de pause. D'habitude, d'autres qui font des siestes. C'est un peu difficile vu que la pause, d'habitude, on fait 2 heures, mais on a fait 1h30. Un avis que ne semblent pas partager tous les agents de l'administration publique béninoise. C'est pas peu, c'est déjà bien. Même avec 30 minutes, on peut se reposer. Des fois, moi, je me repose à 5 minutes. Avec 5 minutes, je me repose. Il suffit que je me refasse un peu, puis je continue encore le chemin. Entre-temps, quand il y avait des dossiers, il y a même pause là, puisque vous avez une obligation de compte rendu, de résultats, donc vous devez faire. Bon, s'il n'y a pas de dossier, on fait comme nous l'impose la nouvelle réglementation. L'autre innovation, c'est l'heure de la sortie fixée désormais à 17h30 au lieu de 18h par le passé. Ici, l'unanimité est faite autour des avantages. Ça nous permet de suivre les enfants à la maison le soir
et de revenir encore en forme de bain. Puisque d'abord, je sors un peu plus tôt que prévu et je peux vite trouver d'occasion pour rentrer et aller suivre mes enfants. Parce que les laisser du matin jusqu'au soir, vous savez que ce n'est pas trop évident pour l'éducation. Cette réforme est donc loin de déplaire aux hommes et femmes qui assurent le fonctionnement de l'administration publique au Bénin. Seulement, ils sont attendus sur le terrain du rendement, seul gage pour apprécier le bien fondé de ce nouveau mode de gestion qui a cours depuis le 1er janvier 2021. Alors à présent, dans le département du Zou, plusieurs acteurs de la transhumance étaient en conclave au menu des assises, les enjeux et les tests légaux, ainsi que les nouvelles orientations du gouvernement pour une mobilité apaisée sur l'ensemble du territoire national. L'objectif de cette rencontre est de s'entendre pour définir le type d'organisation à mettre en place pour une cohabitation pacifique et réciproquement bénéfique pour éleveurs et agriculteurs. Suivant. Les échanges s'inscrivent dans le cadre du projet régional de dialogue pour la transhumance apaisée en Afrique de l'Ouest, PRODIATA. Éleveurs, agriculteurs, élus locaux, organisations non gouvernementales et chefs services déconcentrés du département du Zou partagent à cette rencontre leurs points de vue et inquiétudes sur la transhumance. Les débats vont permettre de décider de l'organisation à mettre en place pour avoir une mobilité du bétail apaisée. Vous avez entendu parler de APES, cette association qui a pu mobiliser les ressources au niveau de ce projet-là pour accompagner au niveau local les acteurs de la transhumance. Et les acteurs qui ont été ciblés, c'est donc les préfectures et les communes pour les aider à organiser donc la mobilité du bétail au niveau de leurs terroirs. Pour l'année 2021, nous aurons encore des ressources dans ce sens, mais nous souhaitons que ces échanges-là soient vraiment une expression de besoin de votre part pour qu'on puisse mettre en place des plateformes d'échange pour que chacun puisse assumer ses responsabilités dans cette nouvelle dynamique où l'élevage se veut être un élevage innovant, un élevage qui concourt au développement. Les contraintes de l'environnement liées à la démographie, l'extension des terres cultivées ou changement climatique sous-tendent la mobilité des troupeaux. À cette séance, les dispositions légales, les structures étatiques responsabilisées, les types d'activités ainsi que les périodes possibles pour un bon déroulement du pâturage ont été rappelés. La transhumance et ses irréversibles dégâts, selon Firmin Aimé Couton, préoccupe plus que jamais le gouvernement. Celui-ci affirme le préfet a mis en place récemment une commission spéciale avec des orientations claires. Je me réjouis de vous informer officiellement d'une structure nationale spécifique qui s'occupe des problèmes d'élevage, de pâturage dans notre pays. Comment faire en sorte que l'activité ne soit pas obligée de violence. La transhumance transfrontalière est interdite. Si on dit que quelque chose est interdit, et que vous faites, on vous prend. Vous vous présentez au procureur de la République. Donc, c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement. 1, sédentariser les animaux. 2, faire en sorte que l'aspect pénal soit vraiment mis en œuvre pour que si quelqu'un est responsable d'un acte, qu'il puisse en répondre au même titre que la responsabilité civile qui va consister à réparer le préjudice que l'autre partie aurait subi. Parce que complémentaires, éleveurs et agriculteurs gagneraient, selon le communicateur du jour, à réorganiser en toute objectivité leur cohabitation qui peut leur être réciproquement bénéfique. Des pistes de réorganisation et de propositions de budgétisation ont été données grâce au PRODIATA qui dure 3 ans. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, promet de travailler en vue d'aider le gouvernement à atteindre l'idéal zéro dégâts, zéro conflit et zéro décès lié à la mobilité du bétail au Bénin. Je l'ai annoncé en début d'édition, les populations de l'Otcho-Daro, l'Otcho-Arouamais et l'Otcho-Adamais crient à la soif depuis plusieurs semaines et pour cause, certaines personnes mal intentionnées ont saccagé et emporté la pompe motrice qui leur permettait d'avoir de l'eau potable. Et depuis, ces 3 localités peinent à trouver de l'eau potable. Les populations exhortent les autorités et les personnes de bonne volonté à venir à leur secours. Voici le reportage de Imet Hélène à Mosso. Installée dans l'enceinte de l'école primaire, la pompe du village de l'Otcho-Daro a disparu. L'ouvrage est à motricité humaine. Il a été réalisé il y a une dizaine d'années
et a notamment été saccagée par des individus jusque-là non encore identifiés. Les indélicats, pendant leur acte incivique, ont endommagé la partie maçonnerie de l'installation, puis emporté l'essentiel de l'ouvrage. On a constaté le 23 novembre passé que les voleurs sont venus détruire toute la pompe. Ils ont enlevé la machine qui sert à amener l'eau du bas vers le haut. Ils ont enlevé également le pédale et ils sont partis vers 2 h du matin comme ça. Et les bonnes dames étaient venues le matin, elles ont constaté que la pompe n'est plus à sa place. Ils ont laissé le raccord par terre. C'est vraiment dramatique. Les bonnes dames ne trouvent plus d'eau pour faire la cuisine, toilette, on est comme ça. Depuis ce 23-là, c'est doucement, on se lave. Coup dur pour les habitants bénéficiaires directs et ceux des villages environnants qui sont dorénavant sans eau. 300 hommes et femmes fréquentent au quotidien cette pompe installée au centre d'une population estimée à plus de 2000 personnes. L'ouvrage dessert en réalité, en plus du village de Locho-Daro, dans l'arrondissement de Ngbegame à Djidja, les villages Locho à Rouamé et Locho à Damé, dans l'arrondissement de Passagon à Boïkon. Dans la zone, les installations de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, ainsi que les châteaux d'eau privés sont inexistants. Pour satisfaire aujourd'hui et comme avant l'arrivée de cette pompe, les besoins en eau, les populations parcourent plusieurs dizaines de kilomètres. Le périple alourdit et rend pénible les journées de ces dernières. Les femmes là sont en train de pleurer. La population souffre vraiment, la population souffre énormément. Nous invitons les sociétés compétentes dans la matière à nous aider à réparer la pompe, sinon on ne boit plus. Le liquide vital est indispensable pour la cuisine, le bain, la lessive. Il sert de boisson et même dans les activités professionnelles diverses. La destruction de la pompe de Locho-Daro pose un sérieux problème de survie et d'hygiène. Les populations sont désormais exposées aux maladies. Vivement que les autorités à divers niveaux et les bonnes volontés aident les populations à rétablir l'ouvrage ou à multiplier les sources d'approvisionnement en eau. Le personnel de Business Africa Center présente ses vœux les meilleurs au directeur de l'entreprise. La cérémonie a eu lieu ce samedi à Seko sur l'un des sites de la société de production et de transformation du bois. Occasion pour les hommes et femmes de cette entreprise de féliciter et d'encourager le président de la République pour les réformes engagées dans la filière du bois au Bénin. Reportage. L'instant d'une journée, personnel administratif, tractoristes, menuisiers ont abandonné bureaux, machines et ateliers pour s'égayer. C'est désormais une tradition au Business Africa Center, une unité de production et de transformation de bois. En ce deuxième jour du nouvel an, les différentes équipes des sites d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, de Serroué dans la commune de Tofor et Sekou dans la commune d'Alada se retrouvent pour souhaiter leurs meilleurs vœux à leur directeur général. Patrice Alakpato, selon les témoignages de ses collaborateurs, met le bien-être de ses agents au cœur de ses priorités. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté le salaire. C'est un bon patron. Les vœux de la nouvelle année vont se déplacer à une autre phase de la cérémonie. Présenter au public les opportunités qu'offre la filière d'exploitation du bois au Bénin et surtout saluer les réformes opérées par le chef de l'État dans le secteur depuis 2016.
De la disponibilité de l'énergie électrique à la simplification des procédures douanières, en passant par la densification du réseau routier, la réduction des tracasseries et des rançonnements et l'introduction de la taxation différentielle, la filière du bois se porte aujourd'hui mieux qu'hier. Grâce au président Patrice Talon, le secteur a amorcé un nouvel essor depuis bientôt 5 ans. Souvenez-vous que dès l'arrivée du pouvoir de la rupture, la filière bois a été l'une des toutes premières à être suspendue. En son temps, que ne fut notre désarroi, notre peur, notre amertume, avec au ventre l'inquiétude que demain sera définitivement sombre. Mais aujourd'hui, le traitement mis en place fait des merveilles et la filière bois sort de la gangrène dans laquelle elle s'est engouffrée des décennies durant. À tout ceci, il faut ajouter, en ce qui nous concerne, l'avènement de la facture normalisée. Celle-ci permet aujourd'hui de tracer nos différents mouvements à la Direction générale des impôts, ce qui oblige à être à jour vis-à-vis du fisc. Le président Patrice Talon et son gouvernement ont donc signé la renaissance de la filière. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'emplois qui sont entretenus avec une économie locale qui tourne à plein régime. Patrice Alakpato en parle avec fierté sur la base de ses propres expériences. Mais d'autres actes forts sont attendus par les acteurs pour renforcer la performance de la filière au Bénin. Il s'agit en l'occurrence de la stricte mise en application du décret 2005-708 du 17 novembre 2005 portant modalité d'exploitation, de transport, de commerce, d'industrie et de contrôle des produits forestiers en République du Bénin, en ces clauses relatives à l'exercice de la profession d'exploitation forestière, de commerçants et d'industrie. Lorsqu'une équipe joue efficacement, remporte des victoires, devra-t-on la changer? Et pour tout dire, devrons-nous arrêter le mouvement? Mes chers amis, pour le moment, le mouvement se poursuit encore pour 3 mois et la santé de la filière d'exploitation du bois, elle, s'améliore considérablement au grand bonheur de ses acteurs. En plus des vivres qu'il offre chaque année à ses ouvriers afin qu'ils passent de bons moments de fête en famille, Patrice Alakpato met 20 tonnes de ciment à la disposition de la mairie d'Alada. Nous allons à présent parler sport avec l'université d'Abomey-Calavi qui a abrité ce week-end le lancement officiel de la formation des jeunes arbitres de football. C'est un programme que pilote l'Office béninois de sport solide scolaire et universitaire financé par la FIFA. La formation dure 4 jours au cours desquels les participants recevront les rudiments nécessaires pour éclore leur talent de jeunes arbitres. Reportage. Ces jeunes que voici en pleine activité sportive sont les premiers à bénéficier du programme de formation des jeunes arbitres de football qu'a initié l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. 4 jours durant ici même à l'université d'Abomey-Calavi, ils vont recevoir les aptitudes nécessaires d'un arbitre complet et apte à diriger des rencontres footballistiques. Vous aurez à vous familiariser avec les nouvelles lois du football, à être en mesure d'interpréter les lois du jeu de la même manière que celui qui se trouve à Kamtchaka, et vous serez en mesure d'officier les matchs scolaires et universitaires, et enfin vous serez à même, lorsque vous allez continuer de travailler, de devenir les jeunes talents, pourquoi pas les meilleurs arbitres pour remplacer des arbitres comme Kodia Bonaventure que vous avez ici à ma gauche. Le programme Jeune Arbitre est un pan du projet Jeune Officiel qui comporte en son sein 5 programmes. Cette rencontre marque le démarrage officiel des activités prévues dans le cadre de la formation. La séance de formation est prise en charge par la FIFA grâce à la signature de la convention de partenariat entre le Bénin et l'instance. Le programme émane en effet du projet jeune officiel que pilote l'Office béninois du sport scolaire et universitaire.
vous avez plus de chances d'être régulièrement sur le terrain. Vous avez l'obligation de suivre avec beaucoup de dévouement cette formation qui vous est offerte. C'est une opportunité qui ne se présente pas tous les jours. À l'issue de cette formation, les participants se verront dotés de certifications pouvant leur permettre de participer à des compétitions nationales et internationales. Comme quoi, tout est prévu pour permettre à ces jeunes d'éclore leur talent d'arbitre, partout où besoin se fera sentir. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien.